Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, ravi de vous avoir à télédistance, de vous voir déjà. Ça fait un petit bout de temps que on s'était pas vu. J'avais pris quelques nouvelles des uns et des autres, mais ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Euh, Comme c'est la première fois où je fais un travail de retour, de restitution par rapport à cette recherche qui a pris du temps, qui a été aussi étalée dans le temps, puisque, comme le disait Serge, euh, j'avais commencé une première rencontre avec Joseph Bio en 2015. À l'époque, c'était encore à Grange-Blanche, à l'Institut de médecine légale. Et puis, on avait eu comme ça quelques rencontres très espacées jusqu'au moment où il me met en contact avec Gérard Bendriem, avec Blaise Depury, avec Gilbert Souven. Et comment dire, le gros du travail a été fait en 2017-2018, pendant 2 ans, avec comme dispositif méthodologique, un travail par entretien avec chaque médecin pour parler de son activité. Euh, Ensuite, euh, j'ai eu un, comment dire, la possibilité de partager un temps de consultation avec un travail qui a suivi la consultation, à savoir les opérations euh, de mise en place, mise en œuvre pour la rédaction du Ça certificat. marche, tu parles pas? Oui, est-ce que vous, il y a quelqu'un qui parlait? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, on t'entend très bien, continue, Oui, marche pas. oui. Et donc, si vous voulez, il y a eu tout un, tout un dispositif méthodologique d'accompagnement réflexif, c'est-à-dire ce qui m'intéressait, ce processus de traduction, ce processus de passer de la rencontre, de la consultation, à la rédaction du document, du certificat, et puis la réflexivité que les médecins pouvaient avoir par rapport à leur activité. Alors, comme c'est une première fois, faire ce travail de retour et de restitution, je vous propose une présentation en 5/7. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'épuisement en 5 temps, en 5 points. Euh, on, je vous dirai aussi, schéma faisant, ce que je mets un peu de côté. Et donc, je voudrais aussi préciser que ma réflexion ne se situe pas dans une perspective évaluative de l'activité au sein du MEDA. Ce n'est pas un positionnement pour identifier des points faisant l'objet d'une éventuelle critique. Joseph. Donc, je disais juste un petit préalable pour dire que je ne me situe pas dans une perspective évaluative de l'activité du MEDA. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout de mettre en évidence des points susceptibles de faire l'objet d'une réflexion critique. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout une perspective compréhensive pour chercher à mieux thématiser l'activité pratique, voire la contextualiser. Et donc, ma présentation va se dérouler en 5 temps. Dans un premier temps, donc je clique, hop. Dans un premier temps, je vais chercher à parler du domaine de l'asile à l'épreuve de nouvelles causes, les raisons du déplacement et les déplacements des raisons. Et donc, l'activité du MEDA m'intéresse sur plusieurs points.
pour commencer, c'est un endroit particulièrement intéressant pour réfléchir à ce qui se passe évidemment du côté de l'asile. Vous savez comme moi que les réfugiés sont depuis toujours, d'une certaine manière, considérés en tant que victimes des conditions politiques, victimes de la maltraitance liée à des opinions, à des appartenances, etc. Ils sont donc victimes de quelque chose qui est à la base de la Convention du droit d'asile et qui indexe cette dimension, l'obligation de protéger, de mettre à l'abri un étranger dont son pays ne peut plus ou ne veut plus lui garantir ses droits fondamentaux. Or, le travail de recherche que j'ai mené avec vous pointe dans le contexte actuel, depuis, je dirais, plus d'une dizaine d'années, qu'il y a un déplacement très significatif des raisons de quitter un pays qui se situe en amont, donc les raisons de départ, à un déplacement de raisons de quitter son pays en amont, à finalement une évaluation de tout un processus qui victimise aussi de ce qui se passe dans le parcours de quitter son pays, c'est-à-dire comment prendre en considération non seulement les raisons de départ, mais aussi ce qui se passe pendant le parcours, c'est-à-dire les épreuves rencontrées du voyage, de la traversée, de la mer ou des frontières. Je pense par exemple aux mobilisations dans la vallée de la Roya, où il y a tout un travail de politisation sur les conditions de présence et d'accueil très problématiques, où les personnes vivent dans des conditions humainement très dégradantes, où sont traités comme, entre guillemets, un stock des dossiers. Et je pense en particulier, vous pouvez regarder sur Internet, il y a un film qui a été fait, qui s'appelle « Les rebelles de la vallée », par un dispositif britannique qui fait justement, qui documente les mobilisations dans la vallée de la Rouya. Et donc, c'est un déplacement qui me semble énorme, qui pousse à envisager le processus des victimisations. Les dire autrement, il se travaille un autre processus de victimisation associé au parcours de mobilité géographique, à savoir les épreuves de la route de l'exil, et puis le parcours de la démarche d'asile, les conditions de précarisation des demandeurs d'asile, les liens entre exclusion sociale et santé mentale, ce qui était beaucoup problématisé du côté de sans domicile fixe et des troubles psychiatriques associés. Je pense ici aux travaux qui ont été menés dans le cadre de l'ORSPER par Furtos et Laval et qui ont aussi donné à un moment donné dans leur observatoire du rapport entre précarité sociale et santé mentale, toute une série de travaux sur les demandeurs d'asile sous l'angle psychiatrique et à des dispositifs de mise en place de Samdara comme une attention portée à cette relation entre sujet et attente d'ordre psychologique ou psychiatrique. Et donc, constater donc ce que je voulais dire dans un premier temps, un horizon de sanitarisation ou de médicalisation concernant l'état de santé comme justification ou comme raison de quitter un pays. C'est un déplacement qui est important de dire être séropositif ou atteint du sida dans tel pays, c'est une raison d'obtenir ou pas un droit d'asile ou un statut particulier d'étranger malade qui ouvre l'accès à, ou fuir l'excision, ou n'est pas rentrer pour des raisons de crainte de cette pratique concernant ses propres enfants. On constate donc une démultiplication des raisons qui participent à une extension de l'accès à l'asile à telle ou telle catégorie des personnes. Je pense à un travail qui a été fait aussi au sein du MEDA concernant l'homosexualité, le master qui avait été soutenu il n'y a pas très longtemps. Et les dire autrement,
la Convention de Genève, qui mettait en lien plusieurs lignes des motifs, l'opinion politique, l'appartenance à une religion, à un groupe ethnique, à une minorité, s'étend, vous le savez, vers des catégories de vulnérabilité, de choix de préservation de vie et d'intégrité du corps. Il s'agit d'un processus de transformation, mais là, il me semble, et le travail avec votre collectif me permet de soutenir cette hypothèse, qu'il y a aussi un autre déplacement, à savoir qu'en amont, les motifs se transforment de l'arrivée. Il y a un autre phénomène d'extension qui me semble être le processus lui-même, qui fait le demandeur d'asile, c'est-à-dire qui a peu à voir ou qui peut être détaché des conditions objectives pour lesquelles il a fait le déplacement, une forme de détachement par rapport aux conditions objectives de la fuite. Le déplacement en tant que tel deviendrait la justification du fait de porter secours dans le pays d'arrivée. De plus, avec la situation du confinement et de la situation de crise sanitaire depuis plusieurs mois maintenant, les migrants sont souvent confrontés à des processus de stockage dans des endroits où ils subissent des sévices et ont des expériences qu'ils n'auraient même pas vécues chez eux. Je me souviens, je participais à une soutenance il y a quelques jours dans le cadre d'un Master 2. Je me souviens d'un entretien de père de famille palestinien par rapport à sa fille malade et son expérience d'une passe où il dit mourir en petit feu tous les jours et ne s'entendait jamais ça en France. Et puis également un programme que je suis en train de mener actuellement en Grèce concernant les gens qui se trouvent parqués dans des îles grecques et qui souhaitent et qui cherchent à fuir par tous les moyens les conditions inhumaines avec tout ce que cela produit. Et donc, il faut un document provisoire pour quitter ces îles pour aller vers la Grèce continentale. Donc, souvent, les gens quittent illégalement ces îles pour fuir ces conditions d'hébergement et qui justifient donc en tant que tels que leur état d'arrivée et depuis lesquels ils vont demander l'asile doit être pris en considération. Il me semble là un déplacement vraiment très, très significatif et très important. Autrement dit, comment leur état actuel, dans le temps présent, et depuis lesquels ils vont introduire et instruire leur demande d'asile, doit être absolument pris en considération comme élément significatif de la procédure. Mais ce n'est pas seulement un changement de nature des raisons selon lesquelles on demande l'asile, mais où se trouvent ces raisons? Qu'est-ce qui fait ces raisons? Quel est ce processus? Une première problématisation par rapport à ces déplacements, dès lors qu'on considère qu'avant, on avait des raisons ou pas, mais aujourd'hui, c'est le processus même qui peut devenir une source de grief, de plainte, de reproches, d'attentes, des doléances, très déployées par les collectifs militants, par exemple, qui viennent dénoncer les violences morales, les atteintes à l'intégrité liées à ce temps de présence pendant la procédure. On aurait donc quelque chose qui participe à faire inclure dans la demande d'asile l'état psychologique de la personne, pas seulement par rapport à ce qu'il a vécu, mais aussi et surtout ses conditions de vie, ses modes d'existence actuels dans cette période de forte incertitude qui produit l'appréhension, l'angoisse, l'anxiété. Avec les camps, la présence des camps, les traitements faits aux migrants dans l'espace public, le fait que l'on s'intéresse presque plus ou moins pourquoi les gens sont là, mais qu'on signifie de plus en plus que le fait d'être là crée un état psychologique et être là dans ces conditions-là produit en quelque sorte une attente, un tort et donc des souffrances psychologiques supplémentaires. Mon travail consiste donc à cet endroit de comprendre ce déplacement et de savoir comment le documenter
quelles hypothèses de travail dégager de la manière dont se transforme quelque chose qui est l'espace public de l'asile, la manière de penser aussi la ville, les espaces de circulation, les espaces pour le tout venant. Les dire autrement, ce déplacement, c'est à contextualiser par rapport à l'exposition des espaces sociaux devenus sans doute vulnérables eux-mêmes et les incidences que tout ça peut avoir au niveau des preuves. Les travaux sur la période de l'attente, je pense aux travaux de l'anthropologue Karolina Kombelinski, qui a thématisé cette période d'attente comme problématique. Et donc, ce qu'on peut dire pour faire une petite conclusion de ce premier point, c'est que les figures ou la figure emblématique du combattant de liberté de l'Amérique latine dans les années 70, on ne peut pas dire que les conditions de déplacement pour ces réfugiés étaient absents, mais c'est l'état psychologique, psychiatrique, sanitaire qui est présent, lié aux conditions de l'exil, de la procédure, de l'attente, et fait désormais partie de ressources pour juger, évaluer et statuer la demande d'asile. Ça, c'est mon premier point. Maintenant, le deuxième point, je n'ai pas l'écran, moi. Est-ce que vous avez un second Oui. Oui, c'est bon, on voit. Donc, le second point, c'est s'immiscer dans l'arène du droit, c'est-à-dire la place du centre éthique de la santé et son immission, si je peux dire, dans l'arène juridictionnelle. Et c'est dans ce contexte général que je me suis intéressé à l'activité de la certification médicale et sa place dans la procédure du recours en droit d'asile. Vous le savez, le contentieux de l'asile est un contentieux de l'accréditation avec des soupçons forts qui pèsent sur les demandeurs d'asile quant à la véracité de leurs propos. Et donc, il y a une nécessité impérieuse pour les personnes qui demandent l'asile d'élever les doutes qui peuvent résider dans leur dossier, liés à des imprécisions, à des incohérences signalées par l'OFPRA, à la faiblesse, entre guillemets, des preuves, entre guillemets, qui pourraient documenter et attester l'histoire racontée. Cette exigence de plus en plus forte à la question de la preuve m'a conduit à m'intéresser à l'activité menée par les médecins dans le cadre de la production d'un certificat médical qui peut être joint par le demandeur d'asile à son recours, comme vous le savez, devant la CNP. Tout d'abord, une des caractéristiques du MEDA repose sur le fait que cette expertise n'est nullement ordonnée par la juridiction, mais réalisée à l'initiative du demandeur d'asile, le plus souvent conseillé par ce que j'appellerais son milieu d'accompagnement, que ce soit des travailleurs sociaux au sein d'un CADA, que ce soit des compatriotes, ou que ce soit et surtout des avocats, son avocat ou des collectifs de soutien, par exemple. Donc, je me suis intéressé à la manière dont on vient de créer un dispositif local et national qui vise à imposer un nouvel outil dans la manière de soutenir la demande d'asile, ce qui au départ, une affaire d'interconnaissance, eu égard à la manière dont on perçoit les convictions des uns et des autres. De plus, longuement hébergé au sein de l'Institut médico-légal de Lyon, avec une position à part, puisque les services de médecine légale au sein des unités médico-judiciaires consistent à prendre en charge des victimes des violences
sur réquisition d'une autorité judiciaire avec l'établissement de certificat médical pour constater les blessures physiques et psychologiques. On constate aussi des modes de recrutement, entre guillemets, au sein du MEDA par rapport à des gens qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la victimologie ou des médecins légistes. Donc, à signaler ce positionnement, cette place au sein de la médecine légale, hein, et la volonté de faire émerger un nouvel acteur, souvent, ne méprenez pas mon propos, entre guillemets, toléré au sein de l'Institut médico-légal. Ce n'est pas encore suffisamment stabilisé pour moi et ce n'est pas encore suffisamment stabilisé la manière qui a conduit à la séparation avec l'Institut médico-légal et la manière dont ce dispositif, non seulement il s'est autonomisé, mais il a revendiqué une forme de compétence et de spécificité dans la production de la certification médicale. Je viens à mon troisième temps. Donc, troisième temps, c'est comment envisager ce dispositif-là. Et donc, on peut envisager le travail du MEDA comme, je dirais, c'est une première idée assez pratique, je dirais, assez presque banale, j'en conviendrai, de considérer la certification médicale comme quelque chose qui participe à un élargissement des modes de compréhension de l'histoire du demandeur d'asile lorsqu'il est question d'expériences douloureuses, d'un vécu traumatisant et des syndromes post-traumatiques. Partant du fait que l'exposition d'une expérience vécue est indissociablement liée d'un point de vue socio-anthropologique au cadre dans lesquels elle s'exprime, aux cadres sociaux, que l'acte de témoigner de son histoire, et en particulier ici de sa persécution, est quelque chose qui est socialement organisé. Raconter ses expériences, c'est s'engager dans une interaction qui forge un horizon d'attente de la part des personnes. En d'autres termes, lorsqu'un demandeur d'asile propose une narration, il est fait dans l'espoir d'obtenir une réponse, mieux encore, un statut de protection, un séjour légitime. Il s'inscrit dans une forme de temporalité à venir, articulée par et dans sa narration, ce que dans le langage rickérien, ça s'appelait une promesse. Ça s'appellerait une promesse. L'activité médicale participe donc à un travail de réfiguration en mettant l'accent sur les expériences vécues sous l'angle d'événements traumatiques et traumatogènes, ce qui a été vécu et ses conséquences dans la vie actuelle, les sentiments de solitude, la peur, la présence des troubles de sommeil ou les troubles émotionnels, des troubles cognitifs, la dépression, l'angoisse, les phénomènes de panique, les terreurs, conduite d'évitement, hypervigilance, hyperémotivité ou émoussement de l'affectivité, troubles de concentration, mépris de soi, risques suicidaires, pour en citer quelques-uns lesquels j'ai appris auprès de vous. Il y a là un travail de réqualification susceptible
ou ayant la prétention plutôt de devenir une nouvelle prise pour d'autres acteurs, une nouvelle prise pour l'avocat et peut-être aussi pour la situation de l'audience et de ce qui va se passer au niveau de la Cour nationale du droit d'asile. Par là, le certificat, on peut dire qu'il devient un texte d'action. Il est à considérer comme un texte d'action, un texte pour l'action en particulier devant une arène juridictionnelle. Et du coup, ce texte, c'est aussi un produit d'un travail d'objectivation qui viendrait, enfin, pas un travail d'objectivation au sens où il viendrait se substituer à la parole de la personne, mais une manière de faire face, pour reprendre l'expression mobilisée par un certain nombre d'entre vous, c'est à quoi les demandeurs sont confrontés, à savoir le soupçon, la méfiance d'être traités comme des menteurs. La certification comme texte d'action, mais aussi là comme un texte de réaction face au risque d'appauvrissement éventuel du mépris concernant l'histoire individuelle et la manière de la raconter. La démarche de médecin ici consiste à mettre l'accent sur ce qui permet de comprendre les problèmes de mémoire, les difficultés à décrire de manière exhaustive et factuelle telle ou telle situation, les événements, les expériences vécues. Elle propose d'envisager sous un angle différent ce qui est raconté, la manière dont c'est raconté et le sujet qui parle, et d'être un sujet qui parle et qui est sans cesse confronté à en parler encore et encore. Ce n'est pas seulement de permettre à la personne qui parle le droit d'expressivité de ses sentiments, c'est en faire là, sans doute, une des clés de la dynamique du certificat. Dans le certificat, il y a une manière d'articuler et d'étisser description factuelle, reprise souvent par d'autres documents qui accompagnent la personne. Pour rappel, le récit de l'OFPRA, le récit envoyé à l'OFPRA, la décision de rejet de l'OFPRA, l'entretien, dans l'ordre, le récit envoyé à l'OFPRA, l'entretien avec un officier de protection à l'OFPRA, la décision de rejet de l'OFPRA et sans doute d'autres éléments, souvent dans les dossiers, la préparation du dossier de plaidoyer de l'avocat. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a là une tentative, c'est ce que j'appelais là, dans cette catégorie très générique et très générale de réqualification, les médecins cherchent à souligner que la suspicion du faux, l'appréciation de ce qui est raconté comme approximatif, peu cohérent, peut être liée à l'événement lui-même et le fait produit à la personne. Ce principe, qui est aussi un principe moral mobilisé dans l'activité médicale de certification, représente ici une forme de réaction, je dirais. Certains parmi vous viendraient la qualifier de résistance, de militantisme, face à ce qui est désigné comme un monde de méfiance. Dans le cadre du travail de certification médicale au sein de l'association, l'attention est également portée au registre corporel qui est tout aussi important que la narration. Là où le demandeur d'asile est habituellement convoqué comme un être de parole, qui doit justifier les raisons de sa demande par la description des persécutions subies, des persécutions vécues, l'accent est mis sur la dimension corporelle sensible.
l'expression des émotions, l'est des gravités son propos, et selon les médecins, la posture corporelle, les expressions corporelles scandent le récit par rapport au type d'événement raconté. Le sociologue Renaud Dulon défend l'idée selon laquelle les émotions sont face à des situations extraordinaires, des jugements de notre corps que nous sommes incapables d'exprimer en mots. Il y aurait, selon lui, une dimension presque intraduisible que l'interlocuteur pourrait saisir grâce à leur visibilité corporelle. Il écrit que même si le recul du temps permet d'articuler en jugement ces manifestations subies, le corps demeure la source dans laquelle la mémoire puisera la vérité de ce que la personne a vécu. Merleau-Ponty aussi, dans un autre registre phénoménologique, a souligné la communication corporelle et la manière dont cette communication corporelle double, si vous me permettez l'expression, l'échange verbal. Je cite Merleau-Ponty. Je cite Merleau-Ponty, mais avant de citer Merleau-Ponty, est-ce que ça va? Très bien, oui. Je ne suis pas dans un rythme trop rapide? Ça va? Ça va. Je cite Merleau-Ponty. Tandis que la parole de l'autre vient penser en moi, son expression se transmet à mon corps comme par immédiate contagion. Je suis frappé par le choc dont son corps se fait écho. Je suis effrayé par l'horreur qui écarquille ses yeux. Son indignation provoque un sentiment de colère. Tout se passe comme si le monde de l'événement vécu, véhiculé par le corps, atteignait le mien pour soutenir ces descriptions. Cette communication n'est pas une sorte d'empathie où les destinataires se transportent à la place de la personne dans l'événement raconté. Non, il écrit le sociologue Dulon, c'est sans médiation que le corps expressif déclenche l'émotion de ses destinataires. Fin de citation. Dans les entretiens menés avec les médecins souvent, et j'en ai, excusez-moi de parler comme ça, quelques-uns en face de moi, qui précisent la manière d'être secoué, d'être bouleversé par les expressions corporelles, par les attitudes prostrées, par les têtes baissées, par le regard hagard, par la voix hésitante, presque incompréhensive, par les tremblements corporels. Dans le travail de certification, le corps est réintroduit comme un corps perceptif et pas seulement comme un corps expressif. C'est le cas des consultations où il y a très peu de paroles. J'ai les souvenirs d'une consultation avec mon ami Gérard, d'une consultation quasiment sans mots. Seuls les mouvements corporels, des sons complètement inarticulés, parfois plaintifs, des onomatopées ou des gémissements à la place des paroles. Ou bien, lorsque j'ai été contacté par un médecin pour partager l'épreuve que ça a été pour lui, pour eux, la présence d'une personne marquée au plus profond de son être, pour reprendre son expression. L'argument mobilisé, c'est de ne pas laisser rétrécir le monde commun. Les présupposés normatifs inhérents à cette activité de certification, c'est
de résister au rétrécissement du monde commun, d'un monde qui serait réduit à une logique entre des normes du vrai et du faux, pour que les récits ne soient pas privés de toute attestation par la confiance que l'on peut accorder au sujet qui parle et qui vibre et qui est vibré par ses expériences subies. En d'autres termes, comment continuer à éprouver le monde et comment continuer à être éprouvé par lui. Ce qui m'intéresse, du coup, avec l'activité de certification, c'est la manière dont vous mobilisez un monde, pour reprendre l'expression d'un sociologue philosophe qui s'appelle Bruno Latour, qui, lorsqu'il étudie Pasteur, la guerre et la paix des microbes, il dit comment voir ce nouveau monde, entre guillemets, comment voir les microbes, exemple, là où autrefois on voyait des esprits, ou rien du tout. Ce qui s'est produit, pour voir les microbes, il faut mobiliser du monde. Il faut mobiliser un monde. C'est-à-dire, il faut s'engager dans une activité de transformation réalisée ici dans le cadre des pasteurs, dans le cadre des laboratoires, dans les cadres des laboratoires de recherche, où des hommes et des femmes ont élaboré des distinctions en créant ainsi des mondes, en l'occurrence ici, c'est celui des microbes. De quoi alors votre collectif en serait partie prenante? De quel monde et à quel monde il cherche, enfin, de quel monde et à quel monde il cherche à rendre visibles des choses? Et un monde, sans doute, là aussi, ça fait partie des présupposés normatifs et moraux de l'activité, tels que vous les racontez les uns et les autres. J'ai dit vous, hein, j'ai institué pour le moment un grand collectif, un vous, le MEDA, un vous. Et donc, je mets en difficulté sans doute les singularités des propos des unes et des autres, des uns et des autres. Mais les médecins, ce que vous défendez comme présupposé normatif et moral, c'est d'être pris dans une injonction de faire quelque chose. Être pris par un sentiment de responsabilité vis-à-vis du témoignage de détresse d'autrui, on pourrait dire. Et ce monde, il est, comment dire, réfléchi, mais pas au sens de réflexion. Là, au sens optique du terme, il réfléchit. C'est-à-dire, il est extraordinairement intéressant de voir comment, dans vos façons de faire singulières et collectives à la fois, vous faites dialoguer des histoires. Comment une expérience d'une personne bosniaque est mise en relation avec celle d'une personne d'origine somalienne. Comment on peut faire dialoguer dans une même représentation ce qui est arrivé à une personne au milieu des années 90 à Sarajevo et ce qui est arrivé à une autre en 2017. Cela assure un mode de réflexion, mais au sens de circulation. Ça réfléchit d'une histoire à une autre. De mode de circulation des expériences et de compréhension des histoires. En d'autres termes, cette proposition réagence une expérience comptée pour se rendre à nouveau comptable. On peut dire que les certificats participent à cette comptabilité-là, à rendre un nouveau comptable, pas racontable, mais comptable. Et cette nouvelle facture, et pas seulement factualisation, vise à rendre compte de l'ampleur du désastre vécu, de l'être traumatisé, et par là, une forme d'appel pour
une reconnaissance quant à l'accès aux droits en mobilisant la catégorie de victimes dans un autre registre qui est celui de la Convention de Genève. Quatrième temps, une petite minute. J'oubliais de vous dire que je remercie Serge parce que je remercie, excusez-moi, je remercie Serge parce que j'avais pas prévu de faire un petit plan, un diapo. J'avais plutôt fait un travail un peu de wagonnage. Je voulais prendre des compartiments. Ça avait un sens pour moi, cette manière de faire 5 temps. Et Serge, hier soir, m'a proposé, enfin, de manière très, très polie, pas directe et explicite, mais du coup, j'ai fait ce petit montage. Et donc, quatrième temps qui concerne cette fois-ci la question du traumatique, c'est-à-dire analyser la mise en forme du traumatisme plutôt que de s'obstiner avec la question narrative et celle du récit. Le titre peut être un peu pompeux et un peu provocateur ou un peu polémique. C'était pas dans cette attention-là. C'était pas mon attention. Ma visée était plutôt je travaille depuis des années sur la question de narration, sur la question de la narrativité, c'est-à-dire les conditions de possibilité de narration, sur la question du récit et le récit dans ses multitudes. Tout à l'heure, j'ai évoqué récit envoyé par la personne, qui n'est pas toujours un document qui est rédigé par elle seule, mais avec l'aide de, etc., etc. L'entretien, le récit, enfin, qu'on peut trouver dans la réponse de l'OFPRA, et puis le récit tel qu'il va être travaillé par l'avocat. Et donc, j'avais le sentiment de tourner un peu autour. Et je voudrais préciser peut-être que la question de la souffrance traumatique, d'un point de vue sociologique, est à la fois une question individuelle, la place du sujet, du psychique, mais aussi son environnement social et la manière dont elle va être abordée et de surcroît soignée. Dans l'activité du MEDA, je pars du principe que nous avons affaire à un cadre de mise en récit, quelque chose qui est raconté d'une personne, excusez-moi, quelque chose qui est raconté par une personne à une autre. Et donc, se pose ici la question de la mise en forme, avec les contraintes qui pèsent sur l'objectivité de la narration des événements, sur la participation de la victime à la mise en forme de sa propre expérience. Comment se négocie tout ça? Il y aurait beaucoup de choses à dire au moment de la consultation. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai un peu différé dans le temps, raison de maintenir avec vous le lien dans une future rencontre, c'est-à-dire de pouvoir aborder ce qui se passe en consultation et ce qui se passe à proprement parler dans la forme rédactionnelle du certificat médical. La mise en récit du trauma, dans le prolongement des travaux de Ricoeur, participe évidemment à un travail de
configuration, voire de refiguration narrative de soi. Production narrative après une fuite. Après une fuite, j'entends une fuite, fuir son pays. Hein. Et une fuite qui est donnée comme le point de départ pour envisager la demande d'asile. Quelles sont les productions narratives après un traumatisme? Il y a, comment dire, les travaux de Michael Pollack concernant l'expérience concentrationnaire et le travail qu'il fait depuis les témoignages et les récits des personnes rescapées ayant vécu une situation qu'il qualifie comme extrême. Qu'en est-il de la place du MEDA? Qu'en est-il de cette intervention du MEDA où on ne va pas se situer comme les médecins du travail, par exemple, lorsqu'ils ont à expertiser pour se positionner par rapport au traitement de la responsabilité en cas d'accident du travail et produire une expertise qui va avoir des conséquences directes sur la personne. Est-ce qu'elle peut être apte? Est-ce qu'elle peut continuer à travailler, par exemple? Produire donc une forme de mise en récit, mais on peut dire qu'avec la question du récit, on tourne un peu en rond, insuffisante lorsqu'on s'intéresse à la condition sociale des personnes victimes, des demandeurs d'asile. En sociaux, on va s'intéresser davantage aux situations dans lesquelles les personnes sont confrontées à ces dispositifs variés qui visent la constitution de rapports sur les traumatismes, qu'ils soient des sujets actifs ou qu'ils aient à se soumettre. Il y a une occurrence soudaine, le trauma. L'occurrence se fait événement dans l'histoire de la personne pour reprendre ici les analyses d'Eric. Ce processus est inséparable de tout ce qui s'étrame autour de l'occurrence traumatique de la part des acteurs qui s'intéressent et donc pour la personne de ses expériences à des diverses mises en forme de l'occurrence traumatique. L'enjeu ici est bien la question de la mise en forme, des conditions de mise en forme, de la manière dont les acteurs participent à cette mise en forme. Mise en forme et mise en récit, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut considérer que la mise en récit est quelque part limitative, y égard la variété des dispositifs et des supports par lesquels le traumatisme est mis en forme. Variété des comptes rendus. Pour faire le certificat, je rappelle qu'il y a plusieurs documents à la disposition des médecins. L'entretien à l'OFPRA, etc., etc. Et donc, les médecins font un travail d'objectivation à partir de cette chaîne d'enregistrement et d'interprétation. Mais ce qu'on peut dire, ce que je pourrais dire à l'état actuel de ma réflexion, c'est qu'est-ce qu'il en est de la déposition de soi au sein du MEDA? Qu'en est-il de la déposition des personnes au sein du MEDA? Les dépositions judiciaires obligent à un certain cadrage. Et cela montre à quel point les attentes par rapport aux dépositions judiciaires et par rapport à ce travail de cadrage, le travail, l'activité qui est menée par la Cour nationale du droit d'asile
peut apparaître, peut s'avérer particulièrement sévère à l'égard des demandeurs d'asile. Cela crée une tension qui est une reprise, qui est aussi réappropriée par les médecins sur la manière dont l'OFPRA, par exemple, ne tient pas compte de tel ou tel registre ou, entre guillemets, maltraite les demandeurs d'asile. Autrement dit, il y a une tension entre ce qui est attendu et la manière dont les personnes qui racontent quelque chose ne sont pas justement dans un rapport procédural vis-à-vis des événements vécus. Situation fort complexe pour des personnes, pour des militants associatifs, pour des avocats, qui sont à chaque fois amenés à faire un travail de recadrage. On demande à des personnes de raconter avec une certaine distance ou une certaine neutralité et d'avoir ce rapport aux événements alors même qu'elles en sont les victimes. Et là, c'est un jugement qui est très, très fort. L'horizon de vérité des faits, si fort dans le cadre judiciaire, avec cette contrainte d'objectivité des faits, met en tension l'activité médicale sous l'angle de l'expertise. Cette mise en discussion des contraintes des vérités instaure d'autres formats qui ont leur propre régime de mise en récit, de mise en forme, pardon. Le rapport entre les victimes et les avocats, par exemple. Les avocats demandent aux demandeurs d'asile de pouvoir fournir une version de ce qui s'est passé, dotée d'un pouvoir de persuasion, dans le cadre même, enfin d'un pouvoir de persuasion suffisant, dans le cadre même exposé par les règles du droit. Peu importe quelque part si cela est vrai, mais il faut par contre, et ce n'est pas moins contraignant, que cela puisse soit plaidable, c'est l'enjeu de la plaidabilité. Aux exigences d'objectivité telles que je puis voir au centre de vos consultations, peuvent se substituer aussi les exigences d'authenticité. On attend alors de la personne qu'elle fasse part véritablement de son expérience, qu'elle rapporte non seulement sincèrement avec des mots, les formes ajustées de ce qu'elle a pu ressentir. Ces exigences, non seulement sont fortes, mais elles sont à l'origine des jugements de valeur sur des personnes. Le demandeur d'asile est soumis à des jugements quant à sa manière de témoigner de ce qu'elle a vécu, pas seulement ce qu'elle a vécu, mais la manière dont elle peut en témoigner, la manière dont elle témoigne. Comment est rapporté et partagé l'événement traumatique par rapport à l'idée qu'on peut se faire en tant que médecin. En plus, je vais aller un peu vite, la complexité selon laquelle ça a été constaté par des personnes atteintes du fait de la guerre, d'un stress post-traumatique, la manière dont des personnes atteintes du fait de la guerre par du stress post-traumatique, comment elles ont été confrontées à des situations qui échappent à ce que l'anthropologue Alan Jung, qui a écrit sur le stress post-traumatique et les vétérans de la guerre de Vietnam, comment ces personnes sont confrontées à des situations qui échappent à la morale ordinaire. Elles ont tendance, ces personnes, à considérer, dans nombre d'interactions de la vie quotidienne, qu'elles sont implicitement jugées par autrui selon des critères moraux erronés. Et
ça c'est quelque chose que cet anthropologue travaille dans la manière dont le traumatisme va être pris en charge dans des dispositifs de soins. Je pense également au travail initié avec Delphine Penny, sous la co-direction avec Gilbert Souven, concernant la manière de questionner les effets de la certification pour les personnes elles-mêmes. Quel retour du certificat sur les personnes qui sont confrontées à des moments d'objectivation de leur propre malheur, leur propre souffrance, de leur propre état psychologique. Et quels effets sur la manière d'évaluer selon des critères moraux ce retour-là. Par ailleurs, proposer ou conseiller à une personne de venir au MEDA n'est pas quelque chose de neutre du point de vue de la mise en forme du traumatisme. Conseiller à une personne de venir au MEDA pour produire, pour sa demande, des récits sur ce qui s'est passé n'est pas une activité isolée, mais un élément parmi d'autres, tant du point de vue des collectifs impliqués que des victimes considérées une par une. Je disais qu'on constate dans les consultations et dans la rédaction comment se met en place un travail d'anticipation. Ce n'est pas seulement un enjeu de réqualification, c'est aussi un enjeu d'anticipation. Mais ce travail d'anticipation n'est pas quelque chose qui est spécifique au MEDA. Contrairement sans doute à ce que je pensais, influencé par nos échanges, nos discussions, qui parfois donnent une conception un peu rétrécie de la manière de parler et de représenter la médecine légale. Donc, ce travail d'anticipation n'est pas spécifique au MEDA et n'est pas en contradiction avec l'activité de médecine légale, c'est-à-dire les acteurs auxquels il s'adresse. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu un peu ce travail d'anticipation n'est pas spécifique. On adresse le certificat aux demandeurs d'asile, mais le certificat ne s'adresse pas qu'à la personne du demandeur d'asile. Et je pense à des travaux qui ont été faits du côté de la médecine légale, en sociologie, où on montre les travaux d'anticipation et la manière dont, dans l'activité de la médecine légale, il y a une anticipation et une prise en compte des questions psychologiques. Il y a une partie, par exemple, des médecins engagés dans la victimologie qui portent l'expertise comme un soin et comme une réparation. Et donc, la manière dont on anticipe sur ce qui compte pour la procédure est aussi liée à ce qui compte pour le médecin comme horizon moral, voire parfois militant pour certains, à défendre une histoire, à défendre une cause, contre beaucoup la manière d'être offusqué, indigné par rapport à des formulations trop souvent désignées comme prêtes à formuler, prêtes à porter, présentes dans la décision de rejet de l'OFPRA. Cette dimension mériterait de passer du temps avec les certificats pour comprendre, in fine, le travail de cadrage, d'anticipation et de la manière de défendre
un sujet désormais ici présenté comme un sujet traumatisé. Et puis cette dimension va également être associée à l'anticipation aussi, en retour sur ce que l'effet des cadrages du MEDA va construire en retour sur l'effet des juges. Cette anticipation est extrêmement importante à envisager aussi de ce point de vue-là. Les débats, c'est-à-dire comment le certificat peut anticiper un horizon qui nous semble juste par rapport aux juges et comment prendre en considération la manière dont les juges vont avoir recours ou pas au certificat. Je me souviens des nombreuses discussions et des débats au sein du MEDA avec les acteurs avocats concernant le fait de ne pas d'être vigilant et de ne pas chercher au sein, à l'intérieur du certificat, venir empiéter sur la défense juridique et la part de l'activité de l'avocat en déconstruisant l'argumentaire de l'OFPRA, par exemple. Éviter que le médecin puisse prendre position par rapport à ce qui se passe du côté de la décision de l'OFPRA. Et donc, une vigilance, une précaution réflexive, et l'absence de cette vigilance et de cette précaution viendrait mettre en cause, en question, la valeur du certificat. En d'autres termes, s'il vous plaît, il y a une double boucle de réaction que l'on ne va pas nécessairement trouver dans d'autres situations, et par exemple concernant les médecins légistes. Comment les positions pour dénoncer un arbitraire sont omniprésentes dans la lecture des documents qui accompagnent la personne, mais extrême prudence dans la rédaction et les recommandations. Je pense à Marie-Noël, par exemple. Marie-Noël F. Vous voyez de qui je parle. Donc, les recommandations de Marie-Noël et de rencontres avec d'autres avocats pour éviter de critiquer frontalement l'OFPRA et faire apparaître un parti pris de médecins qui viendrait disqualifier l'objectivité investie dans le certificat. Il y a un positionnement d'anticipation par rapport à son positionnement en rétroaction sur la manière dont la Cour et les juges vont lire le certificat ou le dispositif va lire et mobiliser ce certificat. Cette double boucle anticipatrice supplémentaire dans ce cadre lié à ce dispositif me semble faire partie d'un point d'originalité du MEDA. Et la tension avec l'Institut médico-légal se joue aussi dans ce travail d'objectivation. On peut supposer que chaque dispositif produit sa visée d'objectivation. Les médecins légistes, ils sont aussi équipés avec leur vocabulaire, leurs techniques, leurs manuels, à fabriquer une vision d'objectivation. Et ce qui se joue, c'est cette manière de viser à prendre en compte, et qui se joue au sein des certificats, un sujet traumatisé, à travers aussi des moyens d'objectivation, d'écrire les événements en mettant l'accent sur ce qui est souvent mis de côté, peu documenté dans les autres documents, d'écrire les cicatrices,
mais aussi leurs effets psychologiques et pas seulement physiologiques, ont d'autres termes visé à reconnaître quelque chose d'une souffrance psychique, psychologique, due à ce qui s'est passé. Comment l'accent est mis sur une perspective que je qualifie très provisoirement comme conséquentialiste, raisonner par effet, par les effets, par les conséquences de ce qui s'est passé, comment l'expérience vécue devient aujourd'hui la cause des manifestations, des troubles, et comment, du coup, la certification est beaucoup dans une objectivation du traumatisme constatative et générative. Pas seulement le constater, mais de comprendre aussi comment il se génère. Mon dernier point. La consultation comme care, comme soin, comme prendre soin, comme acte de soin. Dernière chose, donc, pour ma présentation, la consultation, je ne vous apprends rien, il n'y a pas de suivi médical. Mais est-ce que parce qu'il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de soins? C'est une question. C'est une question que je me suis posée en disant, mais il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas une activité d'accompagnement telle que peut se faire ou se mettre en place avec, à Paris, le Primo Levi, où il y a un accompagnement. Et comment dans les discussions, certification et soins, si on fait une certification, est-ce qu'on peut continuer à faire du soin? Tous les débats, les controverses autour de ça. Une des caractéristiques, me semble-t-il, du MEDA, c'est de ne pas refuser le certificat médical. À ma connaissance, je me trompe, je ne crois pas, mais il n'y a pas de refus de faire un certificat médical. Quiconque frappe à votre porte peut, avec les conditions d'accueil, d'organisation, etc., pourrait avoir accès à l'envoi du certificat. Il y a donc une position de principe. Une position de principe que je pourrais dire n'est pas synonyme de sélection. Il n'y a pas de sélection. Il y a là une position de principe qui, chez le, comment dire, chez les premiers du MEDA, je ne sais pas comment les qualifier, était aussi d'être du côté des demandeurs d'asile. D'être du côté des demandeurs d'asile, mais toujours dans, comment dire, dans un espace médical. C'est-à-dire toutes les caractéristiques de la rencontre sont des caractéristiques médicales. Autrefois, c'était à Grange-Blanche, maintenant c'est à la maison médicale. Et l'organisation de l'espace de rencontre est très, excusez-moi, je ne sais pas comment il faut dire, très médicale. C'est une maison médicale, c'est-à-dire une organisation avec une salle d'attente, avec un espace d'accueil, avec une organisation de rendez-vous, et puis 2 espaces de consultation
chacun caractérisé avec les caractéristiques conventionnelles de l'espace médical, un endroit pour s'allonger, un face-à-face avec le médecin, etc. Là aussi, vous m'entendez? Oui. Ma famille se plaint parce que je parle fort, je hurle. Donc, On t'entend très bien. Oui, merci, excusez-moi. Mais du coup, ça vibre ici. J'en ai encore pour 5 minutes. Hein, je vais essayer d'accélérer un peu le... Et donc, je disais, il y a une position de principe, pas de sélection. Et donc, ce qui veut dire que la rédaction du certificat s'inscrit dans une perspective générale d'attirer l'attention, d'anticiper sur une manière de défendre quelque chose, de se rendre solidaire par rapport à la personne, par rapport à la demande d'asile, à comment le traitement, et si on le traduit dans des termes un peu militants et politiques, c'est comment rendre le traitement de la demande d'asile plus juste, comment rendre le travail du recours par rapport à l'accès à l'asile plus juste, plus équitable, plus conforme à la manière de considérer la demande. C'est ce que je voudrais, sur quoi je voudrais attirer votre attention, comme aussi piste de réflexion au niveau de mon travail, c'est le diagnostic comme quelque chose de négocié. Dire cela, ce n'est pas synonyme d'une dépendance ou d'une soumission de l'autonomie du médecin à produire le certificat. C'est bien sûr des conditions tout à fait uniques, locales, situées, spécifiques, singulières, autonomes. Mais dire que les diagnostics est quelque chose de négocié, c'est-à-dire l'état de la personne, l'état psychologique, l'état dépressif, l'état altéré, qui n'est pas seulement une auto-évaluation de soi, mais aussi une affaire, comme je le disais tout à l'heure, de milieu. Une affaire où s'engagent d'autres acteurs, des assistantes sociales ou des assistantes sociaux, des travailleurs sociaux, des proches, des avocats, qui vont orienter la personne vers le MEDA. Cela présuppose une relation avec la personne concernée permettant d'identifier des signes qui viendraient justifier et expliquer pourquoi il faut faire un certificat médical auprès du MEDA. Autrement dit, c'est aussi une affaire de milieu. Je me suis souvent posé la question, non pas au niveau des effets du traumatisme, mais aussi des effets du certificat. J'ai évoqué tout à l'heure le travail qu'on avait soutenu avec Souven de Delphine par rapport à sa thèse de médecine, de pousser Delphine à travailler sur cette question-là. Comment les personnes vont réagir lorsqu'ils vont savoir ce que dit le médecin sur elles, lorsqu'elles vont être qualifiées des personnes avec des troubles de stress post-traumatique, qu'elles souffrent d'un stress post-traumatique, d'un état dépressif grave, etc. En d'autres termes, il y a là, me semble-t-il, un terrain d'enquête de savoir qu'est-ce que ça fait cette connaissance. Qu'est-ce que ça fait ce travail de réqualification? Et qu'est-ce que ça fait ce travail de réqualification, pas seulement à la personne directement concernée, mais aussi à son milieu,
assez proche. En d'autres termes, on peut considérer le certificat ici comme un certificat, comme un dispositif d'adresse. Il s'adresse à. Il s'adresse évidemment à la personne, mais pas que. Mais ce n'est pas la personne qui correspond, je dirais, à la justification de son existence et de sa visée. Il s'adresse avant tout à la reine du droit, à l'avocat et aux acteurs de la CNDA. Une des dimensions, et donc du coup, comment dire, et ce que je vais dire, une des dimensions exemplaires de l'expertise médicale, et je dirais, je l'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai redit sous une autre forme, une des dimensions exemplaires de la certification médicale, de l'expertise médicale, elle trouve son apogée, si je peux dire, c'est lorsqu'elle vient comme compréhension et explication de l'incapacité à raconter, de ne pas pouvoir dire, pas seulement de dire, mais surtout de ne pas pouvoir dire. Il s'agit là d'un endroit sensible, puisqu'il est souvent pointé par les médecins comme l'endroit où les officiers de protection, par exemple, sont plutôt fuyants, évasifs, ne cherchent pas de savoir ce qui s'est passé pendant ce temps d'enfermement, pendant l'enlèvement, et qui devient donc potentiellement un endroit de la critique concernant l'attention portée uniquement aux éléments factuels, à l'endroit, d'écrire la cellule, d'écrire la prison, d'écrire un tel lieu ou tel autre. C'est-à-dire comment le certificat propose ici un élément de reconsidération par rapport à l'une des caractéristiques majeures de la demande d'asile, justifier les raisons et les motifs de la fuite. Si la personne ne raconte pas, ça peut être cuit. Si la personne n'est pas suffisamment précise, cela portera atteinte à la crédibilité de son récit. Mais là où il y a du récit, il y a aussi plusieurs manières, plusieurs possibilités dont on va, et à quel point l'incapacité de raconter ici peut devenir partie prenante étroitement liée à une compréhension du traumatisme. L'enjeu, autrement dit, c'est de pouvoir proposer une nouvelle grille d'interprétation, de réqualification du processus narratif, et que les capacités normales attendues pour raconter ce qu'on a vécu et les raisons pour demander l'asile. Et donc, les formes d'objectivation, les appuis que les médecins... Alors, il y a aussi une autre dimension qui est extrêmement importante, c'est que la grande majorité du collectif du MEDA, sauf un à ma connaissance, n'a pas de compétences psychiatriques. Le seul qui a des compétences psychiatriques, il est en face de moi. Donc, alors, compétences psychiatriques au sens avoir exercé comme psychiatre. Et donc, il est tout à fait intéressant, je termine tout bientôt là-dessus, il est tout à fait intéressant de voir l'usage qui en est fait au post-traumatic stress disorder, qui est une catégorie complètement admise dans certains pays, très contestée comme syndrome dans d'autres, et que ça s'est traduit dans des rapports d'expertise, simplement des capacités pratiques, ce que la personne peut ou peut pas faire, peut dire ou pas dire, et du coup,
cela engage quelque chose du point de vue des attentes, du point de vue narratif. Et donc, je voudrais attirer l'attention sur les styles des narrations permettant de définir cet état traumatisé qui viendrait même impacter la narration. Et je constate, mais je me trompe peut-être, c'est un endroit de discussion aussi avec vous, je constate qu'il y a très peu de références à une littérature spécialisée, mais plutôt des références au niveau du certificat sur la situation de la personne. Selon les médecins, les modes d'objectivation du traumatisme, mesurer les cicatrices, mesurer des indices, apprécier ce que la personne peut faire ou pas faire, comment les choses se passent dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on a affaire à différents régimes d'objectivation. Je termine, ça fait un moment que je l'ai dit, mais là c'est vrai. Il y a une dimension qui est aussi très intéressante et très importante du point de vue de l'activité du MEDA, c'est l'espace de partage autour de la narration. C'est-à-dire, je me souviens des discussions avec Joseph où Joseph aurait aimé que j'arrive à mettre en évidence peut-être des spécificités selon les positionnements des uns et des autres. Est-ce qu'on fait un certificat de la même manière dès lors qu'on a eu une expérience de psychiatre, d'anesthésiste, de médecin généraliste, etc. Ou il me semble que ce qui se dégage aussi, c'est l'enjeu de la partageabilité, de la manière de partager un espace d'échange, de discussion autour de la certification et qui peut donner aussi consistance à ce que c'est un collectif associatif. Ce que je voudrais dire, c'est que l'espace d'expertise n'est pas un espace clos entre un médecin et un demandeur d'asile. Mais de ce point de vue, il est pour moi, d'un point de vue sociologique, un interacteur, un acteur qui se situe entre plusieurs acteurs, et les collectifs cherchent à s'immiscer, comme je le disais tout à l'heure, au centre de l'arène juridictionnelle, en cherchant à proposer des nouveaux éléments et à prendre en compte le préjudice psychologique. Il y a là comment faire pour donner une nouvelle possibilité à la cause à défendre. En d'autres termes, je disais tout à l'heure que les médecins font appel à prendre en compte telle ou telle dimension sous l'angle de réexaminer quelque chose au niveau de la demande, mais ils sont aussi appelés pour porter une expertise. Pour conclure, le fait qu'il n'y a pas de dossier a priori pour soutenir, plus soutenu que d'autres, comme on peut le voir par exemple chez des acteurs militants qui préfèrent mettre le paquet au lieu de défendre tous les dossiers, car soutenir tous les dossiers, c'est se décrédibiliser. Le mode de narration peut être significatif, certaines histoires sont bouleversantes par rapport à d'autres, qui engagent à des petits commentaires au niveau du certificat, mais de manière générale, les consultations sont traversées par l'idée que le simple fait de produire excusez-moi, un narratif, ça permet aux personnes d'être réparées d'un certain point de vue, même si ça n'aboutira pas. Et souvent, dans l'expertise de manière générale,
quand le médecin n'est pas soignant, quand il est en expertise, on peut dire qu'il produit un acte de soin. Soutenir tous les dossiers par principe, mais comment devant la CNDA on reste crédible? Sinon, risquer de ne pas avoir le poids que l'on souhaite avoir. Et pour avoir ce poids, ça s'est construit dans l'élaboration des techniques, des procédés d'objectivation, dont le conseil scientifique, on est un de lieux, des instances de discussion. Donc, il y a différents styles de narration. Ça, je n'ai pas voulu aborder cette dimension-là, je la signale. Il y a différents styles de rédaction. On pourrait consacrer une séance de travail qui font apparaître une manière plus soutenue d'argumenter sur telle situation de demande d'asile les personnes. Même si le certificat ne se refuse pas, les phrases engagent et peuvent montrer une certaine intensité dans le soutien. Donc, il n'y a pas de soutenir ou de ne pas soutenir, mais soutenir pourquoi et de quelle façon, à quel horizon, soutenir pour réparer, pour assurer, pour encourager, ou soutenir pour convaincre et défendre. Il existe donc des expressions réparatrices où les médecins peuvent faire des actes réparateurs, alors qu'on peut avoir les sentiments que cela ne va pas aboutir. Des actes réparateurs, raconter des éléments du quotidien dans la relation avec les enfants, amener une activité de bénévolat, ou bref, tapoter sur l'épaule de l'autre, des choses qui ne vont pas directement avoir avec la demande d'asile, mais qui font un travail de soutien au niveau de la personne, même si ce soutien ne peut pas forcément avoir des répercussions pour elle, que ce sur son moral et ce qui est déjà comme intention énorme. Cela ouvre aussi à explorer, du point de vue de la certification, cet horizon moral qui ne se joue pas de manière toujours explicite au niveau de la certification, mais qui se joue sans doute sur les bords, sur les marges, ce qui signifie que ce certificat, bien qu'il s'adresse à d'autres acteurs, les avocats, la CNDA, reste aussi un document qui s'adresse aussi à la personne. Voilà la forme de réflexion que je vous propose pour cet après-midi et qui dit aussi des choses sur l'état actuel de ma réflexion et de ma recherche, une manière de mettre en partage ces réflexions avec vous et renvoyer aussi ô combien je vous suis reconnaissant de la manière dont vous m'avez accueilli et faire place à cette expérience de recherche. Merci à vous. Merci. J'ai supprimé ton diaporama, là, je pense.